Tu te demandes ce qui est arrivé à ce pauvre canard? Il s'est simplement fait one-shot par l'animal le plus rapide du monde. Imagine un oiseau si nerveux qu'il est capable d'abattre des proies 2 fois plus grosses que lui, rien qu'en leur fonçant dessus en piqué, comme un japonais à Pearl Harbor. Un rapace au corps compact, au regard perçant, et doté d'une silhouette aérodynamique qui lui permet d'atteindre les 380 km/h. Bref, une bête parfaitement taillée pour la vitesse, au point où l'être humain s'est inspiré de sa morphologie exceptionnelle pour concevoir les avions et les bolides les plus performants. Bienvenue à bord du Nautilus. Pour ce 6e épisode de Naturalia, je te propose de partir à la découverte de l'animal le plus rapide du monde. J'ai nommé le faucon pèlerin. Pour la petite histoire, la relation entre les hommes et les faucons, c'est une longue histoire d'amour. Les historiens estiment que bien avant Jésus-Christ, les êtres humains avaient déjà appris à dresser ces rapaces d'exception pour chasser le petit gibier. La fauconnerie naît dans les grandes steppes d'Asie centrale, et là je suis obligé de faire référence aux guerriers mongols qui raidaient des chevaux tout en envoyant leurs faucons en éclaireur, parce que c'est beaucoup trop la classe. Le concept est si bien pensé qu'il sera repris par énormément de peuples au Moyen-Âge. Et si les gueux s'amusaient à dresser des chiens, l'élite domestiquait des faucons afin de se servir de ces prédateurs vifs et puissants pour symboliser le pouvoir du prestige royal. Bon, après l'étape suivante, c'est Gandalf qui chevauche carrément des aigles géants. Mais on n'en est pas encore là. Tout ça, c'est bien évidemment sans compter sur l'importance du faucon dans la mythologie égyptienne, notamment avec le personnage d'Horus, qui élève carrément cet oiseau au rang de divinité. Bref, tu l'as compris, les faucons sont des animaux qui ont la classe. Mais il en existe plus de 70 espèces dans le monde. Et dans cette vidéo, j'ai choisi de mettre le focus sur la plus emblématique d'entre elles. Le faucon pèlerin a une gueule bien caractéristique qui permet de facilement le distinguer de ses cousins. Premièrement, avec une envergure dépassant les 1 mètre pour les femelles, le faucon pèlerin, aussi appelé Falco peregrinus de son nom scientifique, est l'une des plus grandes espèces de faucons. Et il est temps pour la première anecdote. Il est très important de garder en tête que la famille des Falconidés, donc la famille des faucons, est globalement constituée de petits rapaces. Les aigles, les milans ou les vautours sont quant à eux des rapaces beaucoup plus imposants, tandis que la majorité des faucons font globalement la taille d'un gros pigeon. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. Une dinde, hein? Oh non. Le faucon pèlerin est doté d'un magnifique plumage de couleur gris ardoise sur le dessus, d'une poitrine blanche barrée de noir et d'une épaisse moustache de gentleman. Bien sûr, ce qui frappe directement avec cet oiseau, c'est son regard perçant. Et pour cause. Chez le faucon pèlerin, les yeux représentent plus de 50% de la surface de la boîte crânienne. Je vous mets actuellement à l'écran la photo d'un crâne de faucon, et personnellement je trouve que la taille des orbites est vraiment impressionnante. Du coup, avec ça, son champ de vision est littéralement immense, et ça lui permet de détecter ses proies jusqu'à 5 km de distance. Si t'ajoutes à ça une silhouette trapue, des déflecteurs au niveau des narines qui lui permettent de respirer sans subir la pression du vent, et une morphologie aérodynamique pour fendre l'air, t'obtiens un être vivant parfaitement taillé pour la vitesse. Pour la première fois dans Naturalia, j'ai l'honneur de vous présenter un animal qu'on peut trouver dans nos contrées. Le faucon pèlerin est littéralement présent sur tous les continents, ce qui fait de lui l'un des oiseaux avec l'aire de répartition la plus importante. Les deux seules conditions pour qu'il puisse nicher sont la présence de parois rocheuses, de falaises, de grands bâtiments et également d'un nombre de proies suffisant. Ce qui fait qu'en France, on va plutôt le retrouver dans les milieux montagneux. Et il est temps pour la deuxième petite anecdote. Le faucon pèlerin est un rapace qui a plutôt bien réussi à s'acclimater dans les grandes villes, étant donné qu'il peut nicher sur les immeubles et qu'il peut cartonner les pigeons à l'infini.
Oh putain! QI de 143! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Bon d'ailleurs, pour ceux qui ont grandi avec Stuart Little, lui, c'est bel et bien un faucon pèlerin. Concernant la chasse, le pèlerin privilégie les grands espaces ouverts, comme les plaines, les landes ou encore le littoral, qui lui permettent d'avoir un grand champ de vision et donc de limiter les risques de collision. Parce que, ouais, en se laissant tomber en piqué à plus de 300 km/h, autant dire que si t'as le malheur de te manger un arbre, c'est littéralement game over. Et justement, parlons des techniques de chasse. Le faucon pèlerin s'attaque essentiellement à des oiseaux de taille moyenne, comme des pigeons, qui représentent d'ailleurs la majorité de son régime alimentaire, mais également de mouettes, ou par exemple de merles et des tourneaux. En fait, ça dépend surtout du milieu dans lequel il va évoluer. Mais comme j'ai pu l'évoquer dans l'intro, il est tout à fait capable de chasser des proies bien plus imposantes que lui, comme le héron cendré, ou encore la bernache du Canada. Voilà, je m'occupe des fleurettes, les petites fleurs, voilà, j'ai mis un peu d'eau, pas trop d'eau, parce que sinon ça les rend un peu bizarres, voilà. Notre ami le faucon pèlerin a plusieurs techniques de chasse, et celle qui lui vaut sa réputation, c'est bien évidemment l'attaque en piqué. Dans ce cas-là, le faucon va se mettre à l'affût sur un perchoir bien en hauteur, et dès qu'il repère une proie, il fonce dessus en verticale, les ailes repliées, et les serre en avant afin de prendre un maximum de vitesse. Si le faucon ne parvient pas directement à choper sa proie dans les airs, l'impact est si puissant que cette dernière s'écrasera au sol, et dans la plupart des cas, elle va mourir sur le coup. Si c'est pas le cas, le faucon va simplement venir la terminer en lui brisant les cervicales avec un coup de bec bien placé. Bon, le truc c'est qu'avec une technique de chasse aussi extrême, le taux de réussite est relativement bas. En fait, les ornithologues estiment que les attaques de faucons pèlerins sont efficaces dans à peu près 10% des cas. Ouais. Même l'animal le plus rapide du monde a encore des progrès à faire. Si aujourd'hui les populations de faucons pèlerins sont stables, voire en augmentation dans certaines régions, le XXe siècle a marqué une période absolument catastrophique pour l'espèce. Après la Seconde Guerre mondiale, les principaux pays industrialisés d'Europe et d'Amérique ont massivement fait usage de pesticides pour relancer la production agricole. C'est notamment le cas du DDT, un insecticide dévastateur. Le problème, c'est que ce produit toxique n'est pas métabolisé par l'organisme, ce qui est à l'origine d'un effet domino qui impacte toute la chaîne alimentaire. Pour faire simple, les insectes contaminés par le pesticide se font becter par des petits oiseaux, qui finissent par eux-mêmes se faire manger par des rapaces. Au bout du schéma, le DDT se retrouve en très forte concentration dans l'organisme du prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, en l'occurrence le faucon pèlerin. Du coup, les individus intoxiqués par le DDT développaient plusieurs troubles comme de la stérilité ou des pontes défaillantes. Résultat, en l'espace de seulement 20 ans, les effectifs de faucons pèlerins ont chuté de 90%, et l'espèce a quasiment disparu des pays développés comme la France, les États-Unis ou l'Angleterre, pays qui utilisaient massivement des pesticides. Tout ça, c'est sans compter les autres menaces malheureusement classiques que j'ai l'habitude de citer dans tous les épisodes de Naturalia, comme le braconnage, la fragmentation des habitats, ou encore plus spécialement le développement des sports de falaise comme l'escalade et le deltaplane, qui peuvent déranger la nidification des faucons, notamment dans les milieux montagnards qui sont assez touristiques. Après, si on s'intéresse à un aspect un peu plus naturel, le faucon pèlerin est certes un prédateur exceptionnel, mais ça ne l'empêche pas de figurer au menu d'autres animaux. C'est notamment le cas du hibou grand-duc, qui mériterait d'ailleurs lui aussi un épisode de Naturalia, étant donné que ce gigantesque rapace nocturne se délecte sans la moindre vergogne des juvéniles de faucons pèlerins. Mais c'est pas net. Mais non, je fais un truc. Non, t'arrêtes ça, Baptiste. Mais c'est quoi que t'as mis par terre? C'est du sable. Quoi qu'il en soit, pour le plus grand plaisir des ornithologues, les interdictions progressives concernant les pesticides comme le DDT et la mise en place de différentes lois pour protéger l'avifaune ont permis à certaines espèces d'oiseaux de progressivement se régénérer. Aujourd'hui, le faucon pèlerin est parvenu à réinvestir la quasi-totalité de ses territoires perdus dans les années 1950. Et si certaines populations restent encore très fragiles, d'autres secteurs comme les côtes bretonnes représentent depuis quelques décennies un nouveau bastion pour l'espèce.
Si on combine tout ça à la mise en place d'actions utiles comme la création de nichoirs dans des espaces adaptés, on peut espérer un avenir confiant pour l'animal le plus rapide du monde. Merci à tous d'avoir regardé ce 6e épisode de Naturalia. Si la vidéo t'a plu, je t'invite vraiment à laisser un petit like et à t'abonner à la chaîne. C'est vraiment la manière la plus simple et la plus gratuite pour faire savoir à YouTube que t'aimes ce genre de vidéo. D'ailleurs, j'ai une petite question pour toi. Dis-moi dans les commentaires, quel est ton rapace préféré? De mon côté, bien entendu, je suis un grand fan des faucons, mais mon vote va aux rapaces nocturnes et notamment les hiboux. Voilà, en tout cas, je suis très curieux d'avoir ta réponse dans les commentaires, et au passage, n'hésite pas à me suggérer des idées d'animaux pour les prochains épisodes de Naturalia. Si jamais tu veux accéder à plus de contenu et si tu veux être au courant des dernières news concernant la chaîne, je t'invite à me suivre directement sur Instagram. Bon, je suis désolé de te le dire, mais ça, c'est pas un Vélociraptor. Sorti en 1993, Jurassic Park révolutionne le cinéma ainsi que la représentation des dinosaures auprès du grand public. Dans la saga, un dinosaure en particulier se démarque par sa ruse et son intelligence, le Vélociraptor. Et dernier petit point pour ceux qui voudraient me soutenir en allant un peu plus loin, j'ai tout simplement ouvert un compte Tipeee. Les donations, s'il y en a, me permettront de financer des expéditions pour aller rencontrer les animaux directement sur le terrain. Par exemple, actuellement l'objectif c'est de financer une sortie dans le Jura pour aller vous filmer un reportage sur le lynx. Voilà, la petite parenthèse est faite, merci beaucoup aux personnes qui prendront le temps d'aller checker tout ça. Quoi qu'il en soit, t'étais à bord du Nautilus, j'espère que t'as passé un très bon voyage, et moi je te dis à dans 2 semaines pour toujours plus d'aventures.